Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Les gens pensent que le code c'est pas créatif, et c'est pas vrai, c'est très créatif. Alors moi de base, je voulais faire du front, et je suis tombé amoureux de Symfony. Quand j'écris du code, c'est un peu comme si je faisais une partie de Sudoku. Au début, on galère, on se dit « Ah mais non, mais je l'ai mis là, mais du coup ça bloque celui-là ». C'est un problème multifacette qui part dans tous les sens. Par contre, quand on arrive à la solution, c'est extrêmement jouissif. Bien sûr, si tu as une logique des maths dans ton cerveau, ça va t'aider, mais c'est pas 100% nécessaire. Dans notre métier, on est plutôt cool les uns avec les autres parce qu'on sait qu'il y a assez de jobs pour tout le monde. Ça permet vraiment d'encourager l'entraide. Moi, je suis ici de banlieue. Je connais pas d'autres développeurs dans le quartier où j'ai grandi, à Gennevilliers. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de monde qui connaît pas ça. Donc, je suis en train de lancer un média où je parle un peu du métier de développeur. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série du Joboscope par Open Classrooms, consacré au développement back-end. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer cette branche du développement informatique au microscope. Si vous avez déjà fait quelques recherches sur le sujet, vous avez sûrement déjà entendu parler de la distinction entre le front-end et back-end. Pour ceux qui ne saisissent pas encore la différence, voici quelques explications. Très schématiquement, les éléments front-end, côté client, correspondent à ce qu'on voit à l'écran et ce avec quoi on peut interagir. Une page web avec sa structure UX et UI design, son texte, ses images, vidéos, ses boutons et liens. Ces éléments sont le plus souvent constitués de HTML, CSS et JavaScript et sont contrôlés par le navigateur web de l'utilisateur. Le back-end, le côté serveur, lui, est en quelque sorte la partie immergée de l'iceberg. On peut le décomposer en 3 éléments essentiels: un serveur ou hébergement web, une application, un site internet ou une app, et une base de données. Le développeur back-end gère tous ces aspects cachés, mais sans lesquels une page resterait une coquille vide. Les langages de programmation appelés dynamiques qu'ils utilisent sont en majorité le PHP, Python, Ruby, SQL et parfois du Node.js, un dérivé de JavaScript utilisé côté serveur. Beaucoup de langages à intégrer, mais alors comment bien s'orienter ? Les métiers de développeur front et back sont tous les deux très recherchés. Alors pour vous aider à faire un choix, le Joboscope vous propose de rencontrer des développeurs front et back. Cet épisode est consacré au back-end, mais vous l'aurez compris, on vous recommande vivement l'écoute de celui sur le front-end. Pour y voir plus clair, nous sommes en compagnie de Lucia Tello de Équateur, Amadou Davitao de Prisma Media et Adrien Joly en transition entre Algolia et Shodo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, prêts à nous aider à faire le point sur le back-end ? Oui. C'est parti. Alors, on commence avec Lucia. Toi, tu es développeuse back-end chez Équateur. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais et nous présenter cette entreprise ? Oui, bien sûr. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte. Et nous, on a un rêve. C'est le rêve de démocratiser les énergies renouvelables. On ne veut pas que vous payiez plus cher pour pouvoir avoir du vert chez vous. Nous, on n'est pas producteurs. Nous, on ne se fait pas de la marge dans la production. Et c'est ça qui fait que notre prix soit moins cher de temps en temps que dans les fournisseurs historiques. Et apparemment, notre système, ça marche bien parce qu'on a fait la plus belle croissance d'un fournisseur alternatif vert de tous les marchés français. Et actuellement, on est les 5e fournisseurs en France. Ça existe depuis combien de temps ? C'est 4 ans, exactement. Et moi, ça fait 3 ans que j'ai travaillé chez Équateur. Également, j'ai 3 ans d'expérience en tant que développeur Java. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir pu participer dans la croissance de la start-up. Quand on a commencé, on était 20, maintenant on est 40. Moi, j'étais débutant quand j'ai commencé là-bas, j'étais junior. Et c'est très intéressant de participer à toutes les étapes qui font l'entreprise pour devenir une petite start-up. Quand j'ai commencé, on avait 20 000 clients. Et maintenant, on est 220 000. Et du coup, par rapport aux choix techniques, par rapport au nouveaux développeurs qui arrivent, c'est très intéressant de voir tout ça. Alors toi, Amadou, tu es chez Prisma Media. Pour le coup, c'est pas une start-up. Non. Même question, est-ce que tu peux nous présenter ce groupe, nous dire peut-être plus précisément pour qui tu bosses à l'intérieur du groupe et ce que tu fais ? Ok. Donc alors moi, je suis développeur back-end chez Prisma Media. Donc Prisma Media, c'est
Il me semble, en tout cas, quand je suis arrivé là-bas l'année dernière, c'était le premier groupe français de médias. On possède plusieurs médias que vous connaissez comme Gala, Voici, Femme Actuelle, Capital ou Géo, par exemple. Alors moi, je suis rattaché au pôle People, donc je travaille sur les sites internet de Gala et de Voici. D'accord. Donc voilà, je suis développeur PHP Symfony sur ces 2 projets-là. On finit avec Adrien. Alors Adrien, toi tu viens de quitter Algolia pour arriver chez Shodo. Alors je vais te demander aussi de nous présenter les deux. Puis il me semble aussi que tu as fait du freelance dans ta carrière déjà avant. Est-ce que c'était aussi en back-end Voilà, ça fait déjà beaucoup de questions en une. Je t'en prie. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans ma carrière, j'ai eu la chance d'essayer pas mal de manières différentes d'exprimer le développement, notamment en freelance pendant 2 ans et demi. Je vais peut-être parler d'abord des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé récemment. Donc là, je sors de Algolia, comme tu le disais. J'étais développeur back-end chez eux, dans une équipe qui s'appelle l'équipe Crawler. Donc Algolia, pour rappel, c'est une ancienne start-up qui maintenant grossit assez vite, devient une start-up adulte, dont le but, c'est de faire des moteurs de recherche sur mesure pour des sites web et des applications. Donc en fait, Algolia, ça se présente un peu comme une énorme base de données dans laquelle les clients viennent indexer tous les documents qu'ils veulent rendre cherchables sur leur site ou sur leur application. Donc ça, c'était pour Algolia. Et là, je m'oriente vers une autre entreprise qui est beaucoup plus petite, qui s'appelle Shodo, qui est une ESN, donc une entreprise de services numériques, dont le but, c'est d'offrir des prestations de développement, donc général, front-end, back-end et autres, mais aussi de faire du coaching et de la formation sur ce qu'on appelle du software craftsmanship. Donc je ne sais pas si on en reviendra peut-être un peu plus tard dessus, mais grosso modo, l'idée, c'est de faire du développement plus pérenne, donc créer des applications qui vont durer, qui vont fonctionner dans la durée, en fait. C'est une communauté de pratique, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont sensibles à une certaine philosophie de création du code, qui visent à créer des produits plus pérennes. Et pour ce faire, il y a pas mal de méthodologies qui sont mises en place, qui mettent beaucoup en avant le travail en commun. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle du pair programming, c'est-à-dire travailler à 2 personnes sur un seul ordi, voire du mob programming, on peut bosser 5 personnes, 8 personnes sur un seul ordi. Le but, c'est que le code qu'on écrit, il est coécrit et tout le monde est aligné sur ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait et surtout pourquoi on le fait comme ça. C'est ça les philosophies, ce qu'on appelle la philosophie dans vos métiers, Lucia ? Ce que tu viens d'expliquer, sur quelle méthode, un ordinateur partagé, comment est-ce qu'on fonctionne, la pérennité de ce qu'on crée ? Oui, c'est très important, tous les concepts qu'il est en train de détailler, parce qu'il y a 2 façons de faire du code. Il y a les quick and dirty, ça veut dire on a besoin de sortir une start-up, on commence rapidement, on fait du code rapidement, mais ça ne va pas être maintenable. Ça va coûter très cher pour la boîte et qu'il aura des perfs plus fortes. Et du coup, il y a beaucoup de boîtes qui ont passé cette maturité des startups à startups un peu plus matures. Et ils ont besoin des experts craftsmanship qui aident aux développeurs sûrement juniors qui n'ont jamais fait du code comme il faut. Et ils vont instaurer des bonnes pratiques pour faire cette code maintenable, qui dure dans le temps. Et en plus aussi, comme une nouvelle personne arrive dans les projets, qu'elle soit compréhensible, c'est ça qu'il faut faire. Alors, question très difficile, je le sais, j'ai essayé de le faire en introduction, ça va, personne n'a fait de grimace. Est-ce que c'est possible de définir le back-end ? Parara, Amadou ? Le back-end, en fait, c'est la partie du site qu'on ne voit pas, mais qui a son importance parce que sans le back-end, en réalité, on a juste un site vitrine qui ne peut pas faire grand-chose. On peut voir ça comme le squelette du site et qui permet de faire vivre le site. C'est ce qu'il y a derrière la vitrine. C'est ça, exactement. C'est tout le système, en fait, à l'intérieur. Si on faisait l'analogie avec le corps humain, c'est tout ce qu'il y a sous la peau, en fait. Moi, j'aime bien faire une analogie quand j'explique la différence entre front-end et back-end. Imaginez un magasin. Il y a tout le temps la partie qu'on voit, où ils vont les clients. Il y a les produits, la caisse, la vitrine, et les clients se promènent par là. Et après, il y a l'arrière-magasin, où on fait la gestion des stocks, traiter avec les fournisseurs. En fait, les magasins ne pourront jamais marcher. Tout ce qui est arrière les magasins, on ne les voit pas, les clients sont là, mais on fait toute cette gestion. Adrien ? Je suis assez d'accord avec la métaphore que Lucia vient de faire. Effectivement, c'est la partie non visible. C'est là qu'on va stocker, on va parler de stockage de données. Donc là, on parlait de stock de produits. Quand on fait un site web, il va y avoir des données qui vont être stockées. Par exemple, sur Facebook ou sur Insta ou quoi, il y a toujours une base de données derrière qui contient la liste de tous les utilisateurs, qui contient la liste de toutes les photos qui ont été postées. Et le but du back-end, ça va être de dire « Ah tiens, j'ai mon utilisateur Amadou qui vient de se connecter, je vais lui afficher son fil. Pour ça, je vais aller fouiller dans ma base de données toutes les photos qu'il a mises dernièrement et toutes les photos que les gens qu'il suit ont mis dernièrement. » Ça, c'est le boulot du back-end. Donc il va faire ça en arrière-boutique, il va préparer l'information et il va l'envoyer au front-end. Le front-end étant l'application mobile ou l'application web qui va, entre guillemets, se contenter d'afficher ce que le back-end lui a fourni.
et de permettre une interaction avec l'utilisateur. Est-ce que vous avez des exemples justement concrets dans vos entreprises de ce que vous faites, d'essayer de nous expliquer ce qu'il y a dans l'arrière-boutique concrètement dans vos postes à vous et dans vos entreprises? Lucia? Par exemple, nous, on a un fournisseur d'énergie. Je vais parler de la consommation des clients. Les front et les développeurs front, ils feront une belle courbe pour montrer la consommation d'un client. Les front va montrer graphiquement exactement quelle était sa consommation. Les bacs, il va recevoir l'information du distributeur d'énergie. On va traiter un fichier avec toute l'information de tous nos clients et on va les mettre dans la base de données et on va envoyer au front cette information. Vous traitez beaucoup de données? Oui. C'est la base de votre métier, c'est de traiter des données. Ouais. C'est plus de mettre en place le code en fait, qui va permettre de gérer plutôt les données. C'est-à-dire fournir ce qu'il faut. Le traitement de données, non, c'est pas vraiment ça. Parce que traiter des données, ce serait utiliser des données pour faire sortir une information. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Et toi, par exemple, alors chez Prisma Media? Moi, chez Prisma Media, je vais vous prendre l'exemple des sites internet sur lesquels je travaille. Gala et Voici, on affiche des articles. Je vous explique grosso modo sans rentrer vraiment dans le détail. Pour afficher des articles, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du front, quand l'utilisateur vient, il clique sur un article. En bas, on fait en sorte de récupérer des informations. Donc, par exemple, nous, on utilise Elasticsearch. Sur Elasticsearch, on a nos articles qui sont indexés dessus. On récupère l'article avec toutes les informations de l'article en fonction de la page sur laquelle on est. Donc, sur la page article, on sait qu'on a besoin du nom de l'article, du contenu, du titre de l'article. Peut-être s'il y a des articles qui sont liés à cet article-là, on aura besoin aussi de les afficher. Tu fais tous les liens possibles avec l'article en question? En fait, ces liens sont déjà définis dans Elasticsearch. C'est-à-dire qu'un article a une structure définie. Okay. Et nous, au niveau du code, on récupère toutes ces informations-là, les informations utiles en tout cas, s'il y a besoin de faire du traitement, par exemple nettoyer un champ ou rajouter une information en plus. En tout cas, nous, on est vraiment à l'étape intermédiaire entre le moment où on reçoit la requête et le moment où on retourne l'information, s'il y a des choses à faire. On est vraiment sur cette partie-là. Et alors toi, Adrien? Alors évidemment, on est toujours dans cette dualité front-end back-end, dans mon cas, en tout cas chez Algolia. Par contre, dans l'équipe où je travaille, on fait un crawler, donc c'est un produit qui est un petit peu particulier et qui est très back-end par nature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'un crawler, c'est un logiciel dont le but est d'aller récupérer de l'information sur le site web de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que notre back-end à nous, il va pas seulement aller chercher des choses... C'est un pirate en fait, toi. Non, alors on a l'autorisation de nos clients pour le faire. Donc c'est pas piraté, mais on peut le faire pour du piratage effectivement. Mais effectivement, nos clients demandent à notre crawler d'aller sur leur site et de récupérer toutes les pages de leur site de manière à ce qu'on puisse les indexer ensuite dans leur compte Algolia. Donc nous, notre back-end, il n'est pas seulement branché à une base de données pour afficher des choses sur une page, il est aussi proactif. C'est-à-dire qu'on lui dit, va chercher toutes les pages de tel site, et le back-end, il va s'organiser, il va orchestrer une opération de recherche sur le site du client. Donc il va dire, je vais aller sur la page d'accueil, il va récupérer la page d'accueil, il va extraire tous les liens de la page d'accueil, et ensuite il va dire, tu vois tous les liens que tu as vus là, il va falloir aussi que j'aille les explorer un par un. Et on répète le processus comme ça de manière infinie jusqu'à ce qu'on ait récupéré tout le site web. Et tu peux le faire pour autant de pages que tu veux, autant de sites que tu veux, autant de données que tu veux? Alors, techniquement, oui. Après, légalement, comme tu l'as dit, si tu n'as pas l'autorisation du site que tu vas crawler, la boîte en question peut se retourner contre toi. Alors, si elle s'aperçoit qu'on lui vole des données ou on se sert de ces données sans autorisation, elle pourrait très bien nous attaquer en justice si on se fait prendre. Ouais. Si c'est pas quelque chose de légal, c'est comme si moi je me permettais de rentrer chez quelqu'un et je vais lire son courrier, je peux avoir le même genre de problème. Oui, mais il y en a bien qui doivent le faire, non? Ah, bien sûr. Sûrement, ouais. Oui. Non, mais c'est un fait. Il y a beaucoup de boîtes qui le font et parfois c'est toléré. Il y a aussi des moyens de le camoufler, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais à partir du moment où tu peux programmer un logiciel pour faire de manière automatique et de manière hyper rapide des récupérations d'informations ailleurs, ça ouvre la porte à beaucoup d'abus, en fait. Et quand je dis abus, il y a l'abus légal, donc le fait de récupérer la propriété intellectuelle de quelqu'un qui t'en a pas donné l'autorisation. Ça peut aussi créer un abus technique, dans le sens où si tu as un crawler qui va aller chercher, 10 000 pages par seconde sur un site, en fait, tu risques de faire tomber le site. C'est-à-dire que le site, il est peut-être pas armé pour faire face à autant de requêtes. Et c'est pour ça, des fois, il dit vous êtes un robot, il faut crocher une caisse. C'est pour se protéger contre ce genre de technologie. Tout à fait. La sécurité de Google quand on remplit des formulaires, par exemple. C'est à cause de vous, ça? Ouais. Je ne suis pas un robot, merci, c'est ça. C'est ça. Alors, la question est, attention après la définition, pourquoi le back-end plutôt que le front? Qu'est-ce qui vous a aidé à choisir? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? À quel moment est-ce qu'on décide de s'orienter déjà? Et pourquoi l'un plutôt que l'autre? Lucia? Alors, au cours de ma formation, c'était une formation surtout back-end. C'est moi qui ai choisi de faire ça.
Mais on a fait un peu de front-end aussi. Et même à la fin de ma formation, il y a pas mal de gens qui sont orientés finalement vers les fronts. C'est deux façons complètement différentes de faire du code. C'est entre PHP, Node.js ou Java, il y a des choses qui se ressemblent, mais c'est très différent par rapport aux technologies front-end. Alors, quelle est la différence ? On va dire que tout ce qui est front-end, c'est plus visuel, et tout ce qui est back-end, c'est plus logique métier. Et qu'est-ce qu'on préfère ? Faire les calculs de la consommation d'un client, faire un algorithme pour dire oui, il a fait cette consommation moins jeune cette année, ou est-ce qu'on préfère afficher cette consommation dans l'écran ? Moi, par exemple, je n'avais pas de patience pour mettre un bouton dans les coins où il fallait, ou moi, je n'avais pas trop les connaissances de justement UX dont on parlait tout à l'heure, oui, il faut mettre ces boutons des couleurs rouges parce que comme ça, les gens ils vont appuyer. Ça m'intéressait moins, justement, que traiter avec la base de données, faire des algorithmes pour faire des calculs. Je préférais ça. Je pense qu'il faut tester les deux. Les deux sont intéressants. Et c'est mieux toujours connaître un peu des deux. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il faut une base ? Oui, moi par exemple dans ma boîte, ils m'ont dit tu dois faire demain une application back-office de ton code en back-end. Ça veut dire apprends JavaScript, apprends React, c'est faisable, mais c'est dur. Et après, tu vas pas faire des choses géniales, mais avoir un minimum de connaissances pour créer un IHM, pas pour les grands publics, mais à moins pour faire une application back-office, c'est très important et ça va te donner beaucoup de compétences qui sont très utiles. Enfin, j'ai pas fait un truc qui soit super beau, mais j'ai fait un truc fonctionnel pour que les gens de ma boîte puissent avoir quelque chose de physique pour accéder à mon back-end. Oui, puis en plus, c'est complémentaire. Du coup, aussi, les deux, vous êtes en lien permanent. Le travail de l'un influe sur celui de l'autre. Il y a des développeurs full stack. C'est les développeurs qui sont capables de maîtriser les backs et les fronts. Mais il y a combien de spécialités de développeurs ? Parce que tous les jours, on en découvre de nouveaux. C'est infini, votre métier, là. En gros, les trois grosses catégories, ça va être front, full stack ou back. Ouais. Moi, je vois comme ça. En tout cas, quand on parle du web. Après, il y a le mobile, après, il y a le logiciel embarqué, après, il y a plein de milieux différents. Chaque langage est plutôt favorisé pour la catégorie. Par exemple, si on fait de l'embarqué ou si on fait du web. Toi, Lucia, c'est une reconversion professionnelle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu faisais quoi avant ? Et quand j'avais 18 ans, j'aimais bien la technologie, l'informatique, mais je ne voulais pas passer toute ma vie en face d'un ordinateur. Et j'ai pensé, comme j'aimais bien voyager, les langues, de faire journalisme. Et j'ai fait une école de journalisme en Espagne. Et à la fin, ça me plaisait pas trop. Je voyais que la plupart de mes amis étaient en train de faire plutôt de la communication. Et c'est quelque chose difficile. C'est difficile, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et en plus, ça m'est limité à un endroit géographique dans le monde, les endroits où on parle espagnol. Du coup, moi... Ça, c'est vaste. Ça va. Oui, mais moi, si je devais vivre en France, je ne pourrais pas être journaliste à la presse écrite. Et du coup, j'ai commencé à faire une formation en BTS en Espagne sur le développement des applications multiplateformes et avec la spécification de Java. J'avais 25 ans quand j'ai commencé à faire cette BTS. Et au début, c'était trop difficile. Je ne vais pas les nier. Il n'y avait même pas à faire des maths au baccalauréat. Des maths, pardon. Et du coup, c'est très bien passé. J'ai adoré quand j'ai commencé à faire ça. Et voilà, je suis ici maintenant, très contente. Donc, c'est pas inaccessible. Il ne faut pas être effrayé par la reconversion. Non, il faut juste que tu aimes bien tout ce qui est ordinateur, que tu sois un peu geek, en fait. Il ne faut pas dire je gagne très peu, j'aime pas mon travail, je vais faire un cours en informatique, dans 2 ans, je serai en train de faire du code. Doucement, va voir avant si ça te plaît, si ça te plaît pas, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est très dur si ça te plaît pas. C'est pas évident. Hein. Par contre, si ça te plaît, tout est régal. C'est un métier de passion, on le voit quand même. Hein. À travers vos 3 témoignages, encore une fois, franchement, c'est sûr, parce que qui veut, fait pas quand même... Vous avez un autre cerveau, quoi, faut le supporter, hein. Ouais, c'est être méthodologique. Oui. C'est des logiques, en fait, ce que j'ai compris à travers... C'est une logique, c'est ça. Exactement. C'est le mot, quand même, pour définir... Oui. Moi, je n'avais pas fait des maths au baccalauréat et moi, je n'ai pas fait une école d'ingénieur. Et ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Bien sûr, si tu as une logique des maths dans ton cerveau, ça va t'aider parce que c'est des choses qui aident à tout le monde, mais ce n'est pas 100% nécessaire. C'est vrai. Ce qui revient souvent, c'est vrai, quand on me pose la question, on me dit « mais moi, je ne suis pas fort en maths et tout ». Non, en réalité, c'est pas une histoire de mathématiques, être super bon en maths ou quoi. C'est juste être capable d'assimiler une certaine logique. Oui, exactement. Mais c'est une question de patience et d'envie, quoi. C'est très complexe de devenir un expert. Mais pour commencer, pour faire quelque chose, les premières parties, c'est pas difficile. C'est juste vouloir les faire et avoir la patience. Alors toi, comment est-ce que tu as choisi le back-end, Amadou ?
Alors moi, de base, je voulais faire du front. Ah, Ouais. bah alors, qu'est-ce qui s'est Je passé? voulais faire du front. Et à l'école, en fait, j'ai eu quelques cours de symphonie. Et je suis tombé amoureux de symphonie, en fait. Et donc, à partir de là, je suis resté sur symphonie. J'ai Et plus pourquoi réussi t'es à tombé partir. amoureux de symphonie? Alors, j'avais un peu de mal, en fait, avec le bac. Et quand j'ai découvert symphonie, avec l'architecture MVC, j'explique un petit peu. MVC, c'est modèle, vue, contrôleur. Donc, on a modèle, donc c'est tout ce qui va être donné, le schéma, la structure. Donc, ça va être vraiment la partie métier un peu. Après, la vue, donc c'est ce qu'on renvoie. Et contrôleur, c'est ce qui permet de faire le traitement un peu entre les deux. Et c'est un framework qui fonctionnait comme ça. Donc, c'était une logique hyper simple à assimiler. Je savais que dans ma tête, j'avais une partie du framework qui me servait à faire mon modèle. J'avais une partie du framework qui me servait à faire mon traitement et une partie qui me servait uniquement à afficher ce que j'avais traité. Et du coup, j'ai très vite pris des automatismes là-dessus et j'ai jamais réussi à en sortir, en fait. Donc du coup, tu choisis ton entreprise en fonction de symphonie? C'est ça. Après, C'est vrai j'ai très vite été en alternance. Et dans mon alternance, ce qui se passait, c'est qu'on était parti sur un autre langage que j'étais censé apprendre. Et au bout de 2-3 mois, en fait, mon tuteur a démissionné, il est parti. Donc je me suis retrouvé sans tuteur pendant quelques temps. Et il fallait quand même qu'on continue à évoluer. Donc moi, le seul framework que je connaissais, c'était Symfony. Et le langage qu'il a fait, c'était PHP. En tout cas, celui que j'avais fait le plus. Aïe. Et donc, j'ai repris le projet, on a tout refait en Symfony. Ok. Et donc, c'est ce qui a fait que ça a Ça t'a confirmé Symfony. conforté dans ton... Exactement, donc j'ai fait mes 2 ans d'alternance sur Symfony en sortant d'école, c'est ce qui a été logique, c'est de continuer sur Symfony. Mais après, j'ai pas fermé la porte au front parce que, en réalité, j'ai un profil plutôt full stack. Bon, là, ça fait 1 an que j'étais bien développeur back, mais quand je suis arrivé à Prisma Media, j'étais plutôt full stack, c'est-à-dire que j'avais fait de l'AngularJS et du Symfony. Donc Symfony, j'avais utilisé vraiment pour le back sur une API. Une API, c'est... Vous pouvez l'aider peut-être? C'est un ensemble de web services. C'est surtout pour communiquer ton application, soit avec des autres applications en back, soit avec un front. On va dire que les applications se communiquent entre elles par des web services et une API, c'est un ensemble de web services. C'est ça qui communique, qui s'envoie ça peut être en REST, donc des flux JSON, avec des informations qui sont dans ces flux, en fait. Donc j'utilisais Symfony en tant qu'API et j'avais AngularJS qui était le front de mon site et je faisais des requêtes du coup sur les différentes API pour récupérer des informations, faire du traitement dessus. Donc en réalité, j'ai été plutôt full stack, moi. Et après, j'aime bien les 2 aspects. Moi, faut savoir que je peux assez vite m'ennuyer. Donc j'aimais bien cette partie de jongler entre les deux. Là, maintenant, chez Prisma Media, en réalité, je fais du back, mais même là, c'est pas vraiment 100% back. C'est-à-dire que j'ai une petite partie où j'ai à faire du Twig. Twig, en fait, c'est un moteur de templating PHP. Donc, un moteur de templating, je vous explique. Merci de nous expliquer, Amadou. Les autres rient de moi. C'est gentil. Moi, Toi, je tu sais pas m'expliques qu'est-ce que c'est tout. non plus. Ah, Le- merci je connais de ton pas. honnêteté. Le moteur tir. de templating, en fait, Twig, il permet, en respectant certaines normes, en fait, de générer du PHP derrière. Donc, c'est-à-dire que avec une logique un peu front, c'est-à-dire qu'on va respecter ça s'affiche sous HTML. À certains endroits, on va placer des variables ou des normes Twig, et derrière, ça va nous générer du PHP, en fait, automatiquement. Donc, c'est-à-dire que ça facilite cette partie-là. C'est-à-dire que c'est comme un compromis, on va dire, si on peut dire ça comme ça. En gardant la logique back, je fais du front un peu. Quand on vous écoute, on comprend pourquoi on parle de langage quand on est développeur. C'est quand même un autre... Ouais, c'est une autre langue. Adrien, toi, c'est beaucoup plus tranché. Pour toi, c'est back-end. Il n'y a pas de doute. Les autres étaient plus... Il y a de moins en moins de doutes. Ouais. Disons qu'au début, j'étais très full stack. L'avantage quand tu es full stack, c'est que en tant que développeur, quand tu es un peu passionné et que tu as envie d'essayer pas mal de choses et que tu es curieux, tu as envie de créer des side projects, c'est-à-dire des projets à côté, quoi, que tu fais sous forme de hobby. En gros, tu vas créer des petits sites web interactifs ou des applications mobiles interactives. Et pour faire ces applications, c'est bien de savoir faire un peu de back et un peu de front. Parce que si tu fais que du back, il n'y aura pas de partie visible pour les utilisateurs. Et si tu fais que du front, potentiellement, ce sera une coquille vide, il manquera de la logique, etc. Ça, on est tous d'accord, il faut savoir maîtriser les deux. Ça, c'est une base. C'est un bien, conseil. c'est important de savoir au moins faire un petit peu des Ouais. deux. Et après, je rejoins pas mal Lucia sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Dans le front, je me suis rendu compte que j'aimais pas la manière d'itérer sur du front. C'est-à-dire que généralement, quand tu fais du front, tu vas avoir des interlocuteurs qui vont te dire « Ah, est-ce qu'on peut décaler un peu le bouton à droite ? Est-ce qu'on peut mettre l'image là ? Ah, sur ce mobile-là, ça marche pas pareil. » En fait, on passe son temps à itérer sur ce que je qualifierais de détail. Parce que pour moi, ça a assez peu d'importance si le bouton il a 2 pixels du côté ou s'il a 3 pixels. Oui. Et pour certaines personnes, c'est hyper important. D'accord ? Et ça l'est, ça a été prouvé psychologiquement que ce genre de détails ont leur importance.
Or, moi, j'aime pas travailler sur ce genre de détails-là. Je préfère qu'on me fasse confiance sur la partie que personne ne voit, donc c'est un peu moins facile de vendre ce qu'on fait à l'extérieur, mais je préfère m'occuper de ce qu'on fait au back-end, où ça va être des logiques qui touchent plus à de l'algorithmique, donc à de la manière d'écrire des algorithmes, donc des logiques en fait, expliquer à la machine quoi faire, comment le faire, et comment répéter le même processus 1 million de fois d'affilée. Donc là, ça ressemble plus, à mon sens, à de l'ingénierie, alors que la partie front-end, elle va plus avoir un trait, je sais pas comment dire ça sans être condescendant, mais il y a un côté peut-être un peu plus artistique dans le truc, artistique itératif, quoi. Bon, du coup, il y a plein de gens qui peuvent mettre leur grain de sel puisque c'est visible. Le commun des mortels peut voir le résultat directement, ce qui n'est pas le cas avec le back-end. C'est ça la culture back-end. Est-ce qu'il y a une sorte de philosophie back-end ? On entend souvent ces mots-là qui passent chez les développeurs, en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment plus propre à moi. Il y a des gens qui vont préférer être sur le front parce que justement, ils aiment être au contact de ce qui est visible directement. Ils veulent pouvoir montrer l'app ou le site web à leurs parents et disent « Regarde, c'est moi qui ai conçu ça ». Alors que moi, mon crawler, par exemple, je peux pas le montrer. C'est abstrait. Ouais. C'est quelque chose qui se passe sur des serveurs dans le cloud quelque part. C'est pas montrable. Je peux montrer le résultat du front-end qui est branché sur mon back-end, mais je peux pas dire c'est moi qui ai fait ce front-end. Moi, je fais la partie qui est derrière. Est-ce qu'il faut être... alors, c'est complètement extérieur, mais quand je vous écoute, est-ce qu'il faut vraiment comprendre, être sensible au domaine dans lequel on travaille pour faire votre métier ? Parce que faut quand même coder en fonction... Enfin, réfléchir à qu'est-ce qu'on réexploite, comment est-ce qu'on fait des liens, anticiper aussi des choses. Enfin, j'ai l'impression, en vous écoutant, du coup, on peut pas le faire pour tout et n'importe quoi ou quelque chose qui nous échappe totalement, ou je me trompe ? Oui, bien sûr, il faut comprendre le besoin, être capable de comprendre le métier et pour produire le code le plus adéquat, en fait. Donc, c'est nouveau challenge à chaque fois que vous changez d'entreprise, finalement. Ah, clairement, oui. Clairement. Je pense aussi que ça dépend un peu de l'échelle de la boîte. Plus la boîte est petite, plus tu dois comprendre les métiers parce qu'il y a moins de personnes pour faire la même tâche. Normalement, quand tu travailles en tant que développeur, il y a tout le temps un product owner, que c'est la personne qui t'explique les métiers et te dit qu'est-ce que tu vas faire. Mais par exemple, dans des startups, peut-être au début, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce rôle. Ça tombe sur le développeur lui-même, créer des spécifications de ça qu'il doit faire son code. Mais du coup, tu as dû, par exemple, toi, très concrètement chez Équateur, est-ce que tu as dû être sensibilisé aux énergies ? Oui. Oui, c'est ça. Hein. Tu as quand même une formation aussi qui est au-delà de votre métier et du code, grossièrement, mais qui est sur le domaine pour avoir une présentation, une sensibilisation à ce que vous allez devoir mettre en œuvre. Ça dépend de l'entreprise et dans l'entreprise aussi dans quelle application tu travailles. Par exemple, il y a une application, si tu vas faire un CRM, il faut bien sûr avoir des connaissances spécifiques sur les marchés de l'énergie. Un CRM, c'est les logiciels où tu enregistres toutes les données de tes clients, comme ils s'appellent, s'ils sont déjà payés ses factures ou pas, c'est ça. Et ça peut se ressembler plus à les CRM de notre boîte. Moi, dans mon cas, je travaille dans une application très spécifique au marché de l'énergie, qui c'est les traitements de toute la consommation, de tous les changements dans ton contrat d'électricité. Et notre partenaire, il nous envoie des documents, il faut connaître qu'est-ce qui fait chaque document, il faut avoir des connaissances. Et c'est une valeur ajoutée que tu apportes à part de savoir faire du code. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on s'imagine pas tellement, en fait. Quand on connaît pas votre univers et votre métier, on n'a pas forcément l'impression qu'il y a cette dimension aussi que vous devez intégrer avec laquelle vous devez composer. C'est possible d'être dans une boîte où, justement, tu ne dois pas connaître des métiers. Je pense que tu peux trouver les deux. Hein. Enfin, c'est vrai ? Oui. Moi, j'ai pas d'idée de métier où on n'a pas besoin de connaître le métier, mais je pense que oui, il doit forcément en avoir. Hein. J'ai dit, bien sûr, tu dois connaître un peu qu'est-ce que tu fais, mais j'ai dit avoir plus ou moins des connaissances. Parce que je pense pas, par exemple, si demain, si demain quelqu'un attaque l'application où je travaille, et il y a beaucoup de classes qui c'est pas voiture ou c'est pas maison, c'est F15, R15, parce que ça veut dire c'est le nom des fichiers qui nous envoie notre partenaire. Il faut avoir un peu plus de connaissances sur ça. Il faut connaître le métier, c'est vrai. On va parler des technos. Qu'est-ce que vous utilisez en back-end ? Moi, j'utilise Node.js. Au départ, je faisais du Java, j'ai fait un petit peu de PHP aussi. Alors, Node.js, c'était pas un choix initialement. Enfin, c'était pas un choix qui venait de moi. C'est quand j'étais en start-up à l'époque, dans une autre start-up que Algolia, où j'avais commencé à bosser en Java. Et un jour, le CTO, donc le responsable technique de la start-up, a dit « Ah, on va faire du Node.js ». Node.js, ça venait à peine de sortir. Et l'idée de Node.js était un peu folle. C'était de dire « On va prendre le langage JavaScript, qui est le seul langage de programmation qui peut marcher sur le web ».
Quand vous allez sur un site web, le seul code qui peut s'exécuter, c'est du JavaScript. Donc c'était un langage front. Il était fait pour ça. Et donc le CTO m'a dit, on va faire maintenant du JavaScript back. Donc on va aussi faire du langage JavaScript en back-end. Donc d'où la technologie Node.js. Au début, je ne savais pas trop si ça avait vraiment un avenir. Et il s'avère que ça en a eu plutôt un bel avenir. Pari quoi. réussi donc. Ouais, très bon pari. Et du coup, voilà, je me suis spécialisé maintenant sur cette technologie-là et sur toutes les technologies qu'il y a autour. Lucia, toi? Et moi, j'ai fait du Java et depuis 3 ans. Et j'ai choisi cette technologie parce que quand tu fais des études en back-end, normalement, c'est la technologie qui est plus utilisée. Et une autre technologie qui se ressemble aussi, c'est de faire du C#. La façon de travailler, c'est un peu la même, mais tu peux faire un choix ou l'autre par rapport à l'entreprise. Par exemple, dans ma boîte, eux, ils voulaient faire du C#, ils ne voulaient pas faire du Java, mais ils n'ont pas trouvé des développeurs sur le marché juniors de C#. Alors, c'est des technologies qui se ressemblent, mais selon un peu le marché, les gens qui ont déjà dans ta boîte qui ont des connaissances, tu vas choisir un plutôt que l'autre. Et Java, ça m'a plu parce que c'est une technologie que ça fait très très longtemps qu'il est dans les marchés. Il y a beaucoup des outils, des frameworks qui marchent très bien et qui aident à le développement de tous les jours. Il y a des environnements, des développements intégrés aussi qui sont très performants. Et c'est un langage très structuré. Et il y a beaucoup de normes. Quand tu commences à coder en Java, au début, c'est un peu difficile parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses. Mais une fois que tu les as appris, et ça te permet de bien ranger les choses. Et je pense qu'avec des autres langages, maintenant, il y a des outils qui sont en train de se mettre en place pour se ressembler un peu plus au Java, mais qu'au début, tu peux faire un peu... c'est plus libre. Tu peux faire plus de choses, mais tu peux aussi te tromper et faire plus de bêtises. Alors toi, Amadou, qu'est-ce que tu utilises du coup? Donc PHP Symfony, Elasticsearch, que j'ai découvert il y a à peu près 1 an. Donc en réalité, Elasticsearch, j'utilise vraiment plus pour la partie requête, donc récupérer des informations. J'ai la partie aussi indexeur. Donc l'indexeur, c'est la partie où je définis les règles en fait d'indexation. C'est-à-dire que j'explique que lorsqu'on aura un article qui va être indexé sur Elasticsearch, donc qui va être ajouté, va falloir qu'il ait cette structure-là. Dans tel champ, on aura tel type de données. Ce champ-là sera rattaché à tel autre champ, etc. C'est pratique, ton domaine, il rend les choses assez lisibles, je trouve, Amadou. En fait, le coup de l'article avec un autre qui renvoie, finalement, c'est un peu ce qui se passe chez tout le monde et pour n'importe quelle entreprise. Mais étonnamment, chez moi, ça marche bien. En tout cas, ça conditionne bien les choses. Amadou, il nous a parlé du framework Chouchou. Et vous? Le framework que j'ai le plus utilisé pour faire du web avec Node.js, c'est Express.js, qui est probablement un des premiers frameworks en Node.js. Il y en a d'autres qui sont un peu plus développés et qui sont plus haut niveau, on va dire. Express, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très polyvalent. Il est assez bas niveau, c'est-à-dire qu'on peut rajouter pas mal de couches dessus en fonction de nos besoins. Il est assez léger et facile à dompter. Quand je parle de niveau d'abstraction, dans le sens où quand tu écris du code, soit tu vas exprimer des mots qui vont être très métiers. Par exemple, tu dis je vais essayer de simplifier ça, mais je veux aller chercher l'article dans la base de données. Tu vas l'exprimer comme ça. Soit tu vas dire connect adresse IP machin et aller vachement plus dans le détail de comment la machine doit faire. En fait, comment est-ce qu'on peut voir la chose un peu, c'est au niveau bas niveau, ça définit un peu où est-ce qu'on est par rapport à la machine. Ouais. Parce que la machine, elle parle en 0 et 1. Et nous, quand on code, on n'utilise pas de 0 et 1. Donc, on a des langages qui, eux, s'occupent de faire l'intermédiaire pour communiquer. D'accord, vous parlez humain et ça traduit en machine. C'est ça, exactement. Et donc, plus on descend vers le 0 et le 1, et moins les langages sont... c'est moins descriptif, c'est moins compréhensible pour un humain. C'est ça. C'est la différence entre Paint et Photoshop. Paint, c'est facile, mais tu peux pas faire grand-chose avec Photoshop. C'est plus difficile à apprendre, mais tu as plus de choix. Plus un langage, c'est des bas niveaux, plus de liberté tu as pour interagir avec la machine. D'accord, donc ça devient de plus en plus... C'est une expertise de plus en plus pointue en bas niveau. C'est bon, je dis bien les choses? Oui, c'est parfait. Est-ce que vos compétences, elles vous aident à développer des projets personnels? Ou est-ce que vous aimeriez parler de projets en particulier que vous avez réussi à mener à bien grâce au métier de développeur back-end? Adrien, je te vois...
Alors pour le coup, c'est des exemples qui vont plus montrer le côté front-end que back-end. Mais tu vois, finalement, t'étais le plus tranché. Ouais, non, mais encore une fois, c'est un choix une direction que je prends, le back-end, mais dans les projets personnels, c'est là où il y a le plus de front-end, ironiquement. Je vais vous donner un exemple de projet que j'ai mené et qui fonctionne toujours. C'est un site qui permet d'écouter de la musique, de créer des playlists avec des morceaux qui viennent de YouTube, SoundCloud et de plusieurs plateformes de streaming, et de partager ces playlists avec d'autres gens qui ont les mêmes goûts musicaux que vous. Ce site, il s'appelle OpenWide. Il a une composante front-end qui est beaucoup plus riche que la composante back-end. C'est-à-dire que quand on veut jouer des médias, donc des vidéos, des sons, etc., ça demande beaucoup de tuyauterie dans le navigateur, en fait, parce qu'on manipule directement le contenu. Donc ça, c'est du pur front-end. Donc ça, c'est un projet qu'au départ, je faisais dans ma startup, j'étais employé pour le faire. Un jour, la startup, elle a changé de direction, donc elle a laissé tomber ce produit, elle voulait plus s'en occuper, et je leur ai demandé si je pouvais le récupérer, et c'est devenu un projet open source. Donc ça veut dire que la recette, le code de ce produit est devenu libre, il est devenu ouvert au public, et j'ai continué à maintenir ce projet. Du coup, il y a des propriétés sur l'open source, du coup. Des propriétés. Ça t'appartient ou pas, ou c'est en libre accès? Alors ouais, il y a plusieurs types de licences. Là, en l'occurrence, le code source, je pense pas qu'il appartienne à qui que ce soit. Il est sous licence MIT, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde peut utiliser le code. On peut même utiliser des bouts de code à des fins commerciales, ce qui n'est pas le cas de toutes les licences. Après, quand tu fais du open source, tu peux choisir les modalités selon lesquelles les gens peuvent utiliser ou ne peuvent pas utiliser ton code. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une licence qui est permissive, c'est-à-dire si demain tu veux faire une version commerciale de ce produit en récupérant une partie du code, il n'y a pas de problème. Et comment tu le trouves? Amadou, il veut te le prendre, s'en servir à des fins commerciales. Il ira sur GitHub, c'est là où il y a tous les projets open source. Il y a des outils qui permettent de faire du code collaboratif, c'est-à-dire que, par exemple, là, comme il vient de dire, avec GitHub, où des fois, il y a des gens qui ont des projets qui mettent sur GitHub, et les développeurs se les approprient. Donc, on peut faire un fork. Un fork, c'est une copie, c'est-à-dire qu'on copie le projet, on le prend pour nous et on peut en faire ce qu'on veut de notre côté. Voilà, vous êtes des pirates, je le savais, je l'ai dit dès le début. Non, mais c'est de manière légale. C'est autorisé. Mais c'est très, très important cette histoire de open source parce que les contraires, c'est avoir du code propriétaire. Et ils sont essayés, certains engagent de garder les codes pas ouverts pour que les gens ne puissent pas faire des modifications. Et normalement, ça marche pas. Les développeurs, on préfère des technologies open source où on peut voir qu'est-ce qui se passe, on peut les améliorer. Là, tu mets ton code sur Internet. Et au lieu d'avoir 50 personnes qui travaillent pour toi pour améliorer cette code, tu as toute une communauté qui va regarder ton code, qui va aider à l'améliorer. Et c'est pour ça que les technologies open source, normalement, ils sont plus de succès à la fin que celles qui restent payantes. Tu avais d'autres exemples, Adrien? Je t'ai coupé. Ouais, j'en ai d'autres. Après, je sais pas à quel point c'est. Celui-là, il fait envie, ça a l'air bien. J'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Oui. Il est ouvert, ça s'appelle OpenWide. Et Wide, ça s'écrit WHYD. Je sais, c'est bizarre. Et ça finit par .org, openwide.org. C'est gratuit et c'est maintenu. Il y a même des utilisateurs qui donnent de l'argent au site pour aider à payer les frais, parce que avoir un back-end, pour le coup, dans le cloud, c'est payant. Il y a des serveurs qui tournent. Exactement, il y a des ordinateurs qui tournent sur Internet H24. Faut payer l'électricité, la connexion Internet, tout ça. Ça a un coût. Contrairement au front-end, ce qui m'amène à un autre projet, qui est un projet pur front-end. Et là, c'était un choix, parce que justement, je voulais pas avoir à faire de la maintenance du back-end. Donc sur mon autre projet, je dis, je ferai pas de back-end. Donc ce projet, c'est ce qu'on appelle une extension de navigateur, c'est-à-dire que c'est un petit bout de logiciel que vous installez dans le navigateur et il permet d'améliorer un service web qui s'appelle Trello, qui est un outil de productivité. Donc ce que fait mon petit logiciel, c'est qu'il rend accessible tous les listes de tâches qu'on peut créer dans Trello. Il les rend visibles directement depuis l'écran d'accueil de Trello. Donc tu connais toutes les fonctionnalités possibles, ça rend lisible toutes les fonctionnalités de ce navigateur, c'est ça? Alors ça utilise le navigateur pour modifier l'interface d'un site web. Donc le site web en question, il s'appelle Trello.com. Il a sa propre interface, sa propre visualisation. Et ce que fait mon logiciel, c'est qu'il vient manipuler cette page. Il vient rajouter des éléments qui n'étaient pas prévus par les concepteurs de Trello. Et ça, c'est du pur front. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de... Vous avez des sacrés passe-temps, les gars. Et toi, Lucia, tu as des exemples de projets que tu as mis en place pour toi? J'ai fait un petit jeu vidéo, mais pour mon portable, juste pour m'amuser. Mais avec Unity et chez Sharp, parce qu'il avait fait un stage ici en France
J'avais fait l'application pour un magicien pour faire ce tour de magie et avec cet outil Unity chez Sharp. Et si vous êtes étudiant et vous commencez à faire du code, je vous conseille de regarder Unity parce que vous pouvez sortir un jeu vidéo dans 2-3 mois. Vous pouvez faire des choses facilement, mais si vous voulez aussi faire des choses plus compliquées, vous aurez l'opportunité. Attends, tu peux nous en dire plus? Tu as fait une application pour un magicien? Ouais, c'est un stage que j'ai fait. Et je vais pas vous dévoiler les secrets. Bon, tu peux faire les chantres et JavaScript chez Sharp. Moi, comme j'étais plus orientée Java, avant de commencer, j'ai choisi chez Sharp parce que ça se ressemble pas mal. Et c'est très agréable. Normalement, quand tu fais du bac comme moi, tu n'as pas une interface, tu as juste une console avec des logs. Et là, avec Unity, tu vois qu'est-ce que tu fais. Tu peux faire bouger un bonhomme. C'est amusant. Ah, c'est visuel. C'est visuel, voilà, c'est visuel. Alors toi, Amadou, tu fais des tours de magie Non, pas du tout. Mais avant que j'avais plus de temps, c'est quand j'étais à l'école en fait. Je m'étais amusé à faire des petits jeux en JS parce que je voulais faire du front encore à cette époque-là. Donc j'avais fait un petit jeu Snake, par exemple. Ok, personne n'a oublié Snake, évidemment. Voilà, c'est ça, le jeu Snake. Un Duck Hunter aussi, le jeu... Ah, là, tu m'as perdu, ça y est. Duck Hunter, c'est le jeu où il y a des petits canards qui volent et qu'on tue. Ouais, sur la console Nintendo, là. Sur la NES. C'est ça. Il n'y a aucun vrai canard qui s'est fait tuer. C'est mieux de chasser comme ça, voilà. Ok. Voilà, et sinon, après là, plus récemment, j'avais un site internet à faire où je vends des objets connectés dessus. Et j'ai pas le temps de le faire, donc en fait, je l'ai fait faire. C'est-à-dire que je suis allé sur une plateforme et qui m'a mis en contact avec une Indienne. J'ai tout expliqué. Et du coup, j'ai fait faire mon site. Donc voilà. D'accord. Et justement, c'est un truc que j'allais y venir. Est-ce que c'est courant d'aller chercher dans d'autres pays les compétences que vous avez? J'ai cru comprendre que c'était un métier qui était un peu en pénurie, enfin très demandé. Vous n'êtes pas assez sur le marché par rapport aux demandes. France, ouais, en France. C'est récurrent d'aller chercher des savoir-faire dans d'autres pays, comme toi tu viens de le faire en Inde. Pour les grosses boîtes, ça va encore parce qu'eux, ils peuvent proposer des gros salaires aux développeurs. Mais pour les petites boîtes, eux, ils galèrent parce que les salaires des développeurs, ils sont tellement augmentés les derniers 3-4 ans qu'ils n'ont pas d'argent pour payer pour commencer un SI. C'est pour ça qu'ils embauchent des juniors, ils font de quick and dirty, et ils font ça qu'ils peuvent jusqu'à ce que la boîte commence à avoir un peu plus de revenus. Ils peuvent embaucher des développeurs seniors. Et aussi, je vois qu'il y a pas mal de startups, ils vont chercher ailleurs des gens qui travaillent à distance. Ils font du télétravail dans les autres pays où les tarifs sont un peu moins chers. Mais c'est pas parce qu'ils veulent économiser l'argent, c'est parce que vraiment, ils n'ont pas le choix. Et ben, c'est étonnant parce que dans un précédent épisode du Joboscope consacré aux développeurs web, on nous a dit l'inverse, que c'était souvent les grandes entreprises qui allaient chercher des développeurs à l'étranger et des startups qui embauchaient plutôt localement. Alors c'est l'inverse de ce que tu viens de me dire. Moi, ma vision de la chose, c'est plus par rapport aux moyens de payer. Moi de ce que vous m'avez dit, et de ce que j'ai ressenti aussi, déjà le problème en fait c'est un problème de salaire, c'est ça en fait, parce que étant donné que la demande est plus forte que l'offre, logiquement faut payer plus cher en fait. Les grosses structures, elles s'appuient justement sur le fait que ce soit des grosses boîtes pour payer moins. Et ce sont les startups qui payent le plus en réalité pour faire venir les talents justement. Et donc je crois que ce sont plutôt les grosses boîtes qui font venir un peu de l'étranger. Oui, c'est ça. Donc toi, tu es plutôt d'accord avec le discours des développeurs web. C'est plus des ESN, donc des sociétés de services numériques. Un peu comme, par exemple, on a le droit de dire des noms ou pas? Ah bah oui, je t'en prie. Comme Capgemini ou Soprasteria, par exemple. Ils font souvent venir des personnes, par exemple, de Tunisie. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de Tunisiens qui sont venus. Moi, j'ai une expérience différente. Ouais. Ouais, je pense, surtout quand j'ai fait des entretiens, c'est les startups qui me proposaient moins d'argent parce que quand tu n'es pas en mission, tu choisis un peu où tu vas travailler. En start-up, c'est plus fixe. Tu vas rester là-bas autant de temps que tu veux. Tu vas être en CDI et tu vas connaître les métiers. Et quand tu travailles pour une entreprise où tu vas faire des consulting, ça veut dire que tu vas être embauché pour une boîte, mais tu vas travailler dans une autre. Et tu ne sais pas où tu vas travailler. Peut-être ils vont t'échanger de mission. Tu choisis un peu moins. Et c'est pour ça que je pense que tu es mieux payé. Mais en même temps, j'imagine que vous avez plus d'expérience que moi. Mais par rapport à ça que j'ai vécu quand j'ai cherché d'emploi, la différence de salaire entre une start-up et une boîte de consulting, c'était assez forte.
Justement, j'allais y venir au salaire. Vous me faites une transition parfaite. On gagne combien quand on arrive sur le marché? C'est quoi les perspectives d'évolution de salaire? Et alors, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous êtes tous les trois salariés directement de vos boîtes. On vient d'évoquer, voilà, quand on est embauché par une boîte, mais en mission dans une autre boîte. Il y a le freelance aussi, Adrien. Peut-être que tu vas nous en parler un petit peu. Vous êtes tous les trois salariés, là, c'est ça, hein? Oui. Alors moi, j'étais en direct, je vais plus être en direct maintenant. Ah. Parce que je vais travailler dans une ESN, donc le ESN va m'amener chez ses clients. C'est ça, donc toi Donc, tu je vas suis plus devenir en direct. prestataire Voilà. de clients. Et sur des missions plus ou moins longues? Je n'ai encore aucune idée. C'est vrai. Mais la plupart de mes futurs collègues, ils sont plusieurs mois, voire parfois 1 an ou 2 ans sur le même projet, pour le même client. Et pourquoi est-ce que tu as eu envie de changer et justement de fonctionner comme ça? Parce que jusqu'à présent, tu étais intégré, tu étais salarié direct dans la boîte. C'est quoi les avantages et peut-être les inconvénients aussi de devenir prestataire? C'est comme ça qu'on l'évoque? Ouais. Alors, prestataire, c'est très souvent connoté négativement que travailler pour un prestataire. Et il y a des raisons à ça. Les avantages de travailler dans une boîte de prestation de services, donc une ESN ou une SS2I, les avantages, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de choses très vite. Parce que généralement, on est dans une logique de surenchère. L'ESN, elle a intérêt à vendre même un junior en tant qu'expert. Et la manière dont elle fait ça, c'est qu'elle va faire accompagner le junior par un expert. Donc, pour monter le niveau, la personne qui est junior, elle va courir un petit peu plus vite que normal pour essayer de rattraper le gap, quoi. Donc, je pense que c'est bien pour apprendre et j'y vais justement pour ça. J'ai déjà bossé en ESN dans le passé. J'y suis resté moins d'1 an parce qu'au final, je m'y épanouissais pas, je m'y retrouvais pas. Et là, j'y retourne parce que je sais que j'ai découvert ce fameux milieu du software craftsmanship qui m'a beaucoup impressionné et qui résonne vraiment par rapport aux valeurs que j'ai désormais. Et je reconnais qu'il y a des méthodologies avec lesquelles je suis pas encore familier et j'aimerais bien me former à ces méthodologies avec des gens qui le pratiquent sur le terrain. Donc c'est pour ça que je vais dans une ESN qui est spécialisée en craftsmanship, où je vais être accompagné de gens qui ont l'habitude de le faire chez leurs clients, dans l'espoir qu'ils m'apprennent eux aussi comment on fait du craftsmanship. Tu as envie de tester tes capacités d'adaptation? Ouais, enfin ça fait des années que je les teste. C'est dans l'informatique de toute façon. Oui, j'ai l'impression que c'est en une permanence. qualité commune. On est tout le temps en train de s'adapter puisque le marché bouge très vite, les technologies bougent très vite, tout va très très vite dans notre métier, donc l'adaptation c'est hyper important. Lucia, je te sens fatiguée, rien qu'à l'écouter. Oui, c'est vrai, il faut se mettre à jour tout le temps. C'est dur. Et c'est pour ça aussi que je choisis le bac. Parce que le bac, surtout Java, c'est beaucoup plus stable. Ah ouais, ça bouge moins. Oui, beaucoup Java, moins. oui, c'est vrai. Ouais, c'est tranquille. Ça avance quand même, il ne faut pas penser. Ça s'adapte. Et justement, c'est le choix de beaucoup d'entreprises aussi, parce que tu vas trouver toujours des développeurs qui vont avoir les connaissances de faire ce métier. Si demain quelqu'un part, un développeur Java, tu vas trouver quelqu'un qui soit remplaçable par cette technologie. Par contre, peut-être si tu as choisi une technologie un peu plus spéciale, tu auras plus de mal à trouver une autre personne. Alors, les salaires, parce que j'ai bien vu que vous essayez d'esquiver ma question. Combien est-ce qu'on peut gagner quand on sort de formation et comment est-ce que ça évolue, Amadou? Moi, je suis sorti d'école en 2017, donc ça fait 2 ans et demi. C'est récent, à peu près, c'est bien, ouais. Alors moi, j'ai commencé à 36K brut. Ouais, j'avais 24 ans. Alors, il y a 10 ans, c'était autre chose, mais ouais, donc là, il y a 2 ans et demi à peu près, ouais, je suis sorti à 36K en tant que développeur PHP Symfony junior. Et j'ai commencé du coup en ESN, moi. C'est vrai que ça m'a fait très vite monter en compétences du fait que faut répondre aux attentes des clients, donc on fait en sorte de... On le recommande quand on sort de formation finalement, c'est une bonne formation additionnelle en sortie d'école. Franchement, je sais pas moi si je le recommande. Moi, je suis tombé dans une bonne ESN, j'ai eu de la chance. Ça dépend quand de même. mon temps, ouais. Je pense que les deux, c'est bon. Par exemple, moi, je voulais pas parce que vous avez fait une école d'ingénieur. Moi, j'ai fait des autres études après des fonds de reconversion en informatique. Alors, moi, j'avais fait juste du code. Je connaissais pas plein de parties de l'informatique. Et moi, j'étais intéressée à travailler dans une start-up où je pouvais toucher un peu tous les process, de la ligne de code que j'ai écrit jusqu'à ça qui voit le client. Et justement, j'ai voulu faire un peu de front aussi, et c'est pour ça que j'ai travaillé là-bas. Mais un jour, peut-être, je voudrais faire une chose plus spécifique, comme Adrien l'a dit, par rapport au craftsmanship, et ça sera très intéressant de pouvoir changer et voir comment ça marche dans des autres boîtes. Je suis en train de perdre quelque chose pour être dans la même boîte tout le temps, parce que justement, je ne connais pas des autres technos, je me suis adaptée à un seul techno, mais en même temps, ça m'a permis de connaître tous les process de création d'une application. Alors Amadou, pour terminer du coup sur ton salaire, ça fait 3 ans. Ouais, c'est ça.
Et après, il faut savoir qu'en vrai, j'ai même pas négocié mon salaire. En fait, j'ai pris... c'était vraiment pour avoir de l'expérience que j'ai accepté la mission. 36K, c'était pas dégueulasse. En général, ça commence vers la 35, 36, 37, 38 à peu près dans ces eaux-là. Donc j'ai pris à 36 et j'ai commencé à... Et là, tu as eu des augmentations depuis ? Après, ouais. Donc du coup, au moment où j'allais partir de la boîte, en fait, ils m'ont augmenté, ils m'ont mis à 40. Une belle Mais augmentation. je suis quand même parti. Ok. Et je suis reparti pour la même chose, donc 40. D'accord, t'es parti pour un salaire équivalent. Ça, exactement. Ok. Et après Prisma, c'était vraiment pareil, c'est plus l'expérience. Moi, pour l'instant, je privilégie encore l'expérience parce que on va dire que je suis encore assez junior, je suis jeune et je préfère pas être guidé par l'appât du gain, mais plutôt par moi, j'ai envie de me stabiliser, me conforter, vraiment me faire mon expérience et après on verra. Et 40K, j'ai 26 ans, 40K, je pense que ça va, je suis bien pour mon âge. Donc. Et à partir de combien d'années d'expérience on considère qu'on est middle ou senior, selon toi ? Je pense que ça dépend du ressenti de chacun. Moi, je pense que en vrai, je compte pas mon alternance parce que j'avais pas de tuteur, etc. Je compte que à partir de mon CDI, c'est là que j'ai vraiment commencé le vrai développement Symfony. Je dois être là, je pense que là, on peut dire que je suis à 3 ans et demi à peu près. Je pense qu'on peut commencer à se dire middle, peut-être 4, 5 ans à peu près, je pense. Mm-hmm. Non, ça paraît 4, 5 ans, ouais. Confirmé 4-5 ans et après senior au-dessus. Alors peut-être on va enchaîner avec Lucia qui a un parcours un peu plus proche d'Amadou, puis toi Adrien, on reviendra avec toi plus tard parce que tu as un peu plus d'expérience à plus long terme. Lucia, toi tu as commencé, tu gagnais combien ? Aujourd'hui t'en es où ? Ça fait exactement en juin, je vais faire mon entretien annuel. Ça veut dire que ça fait presque 300 que je suis chez Quater et j'ai commencé avec un salaire assez bas. Parce que c'est une start-up qui venait de commencer, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais la personne qui m'a fait l'entretien, je voulais absolument travailler avec cette personne et ça m'a donné très envie. Et moi, je suis espagnole, comme vous entendez par mon accent, et les salaires en Espagne ils sont tellement bas qu'ils m'ont proposé 30 000 pour commencer. C'est assez bas, mais j'ai accepté, j'étais très contente. Et tous les ans, ils m'ont fait de bonnes augmentations. Maintenant, je suis à 41. Ça continue à être très bas par rapport au marché. Les marchés, maintenant, quand tu sors d'école, tu es à 45 et avec 5 ans d'expérience à Paris, je ne dis pas en France, mais à Paris, avec 3-4 ans d'expérience Java, tu peux toucher 50 facilement. Regarde Amadou. Alors moi, je fais pas du Java. Oui, vous n'avez pas exactement les mêmes compétences. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Et ça dépend de beaucoup de choses. Mais après, je pense que, pareil, je suis dans une moyenne. C'est-à-dire que 40, c'est pas bas non plus par rapport à ce que je fais. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont exactement le même niveau que moi, qui sont peut-être à 42 ou 43. Après aussi, c'est comment tu négocies au début quand tu es embauché. Et à la boîte aussi, il y a un package derrière. Enfin, il y a d'autres avantages, on ne regarde pas que de ça. Oui, bien sûr. Et maintenant, tous les gens qui sont... En fait, ma boîte a fait un levée de fonds de 10 millions d'euros parce qu'on on avoue que notre modèle business, ça marchait bien. Et il y a des investisseurs qui sont venus et il y a beaucoup de choses qui sont changées. Et maintenant, tous les gens qui sont embauchés chez Sequater, ils ont des salaires qui vont avec les marchés. Et justement, moi, j'attends mon entretien annuel. Tu vas négocier. Non, mais si les patrons de Lucia nous entendent, elle va revenir à la charge. Non, mais c'est quand dit Amadou, moi, je préfère gagner un peu moins d'argent pour une boîte que j'y crois dans leur projet. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ça m'a permis de faire un peu de front, d'apprendre énormément en bac. Et ils m'ont promis qu'ils allaient faire des augmentations. Enfin, il faut que tu vois exactement qu'est-ce que tu cherches, ce que tu veux faire. Voilà. Alors Adrien, toi, depuis combien de temps déjà est-ce que tu es développeur, toi ? Mon premier travail de développeur, c'était en 2006, après mes études, en sortie d'école d'ingénieur. Et j'étais dans le sud de la France à cette époque-là. Ah, donc tu vas nous donner... C'est encore une variable différente. Super. Et j'avais commencé à 29K, je crois, à l'époque. Ce qui était pas mal pour le coin. Et après, ce qui est aussi bizarre dans ma carrière, c'est que après j'ai fait une thèse de doctorat, donc je suis parti de l'ESN où j'étais, j'ai fait ma thèse, et ensuite je suis allé bosser pour une start-up. Et dans la start-up, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'étais rentré à 32K, donc pas beaucoup plus haut qu'avant. Mais comme vous disiez tous les deux, quand on rentre dans une start-up, on y va pour le sens de ce que fait la start-up, on y va pour passion pour ce qui est développé. On accepte d'autres choses, on accepte des actions ou des stock options. Ah oui, moi j'ai ça aussi. Ça fait partie de la rémunération quelque part aussi, donc c'est plus risqué parce que si la boîte se casse la gueule, on ne touche pas les actions. Par contre, si la boîte réussit, on peut repartir avec un petit 100 000 € dans la poche selon le nombre d'actions qu'on a. C'est une manière d'engager aussi l'employé dans la démarche de développement de la start-up. Donc c'est aussi un axe de rémunération. Et là, plus récemment, comme je vous disais, j'ai commencé en 2006, on est en 2020. Aujourd'hui, j'ai un salaire fixe de 70K
avec un variable qui dépend de combien je me vends chez mes clients. C'est-à-dire que si je vends des formations, c'est mieux payé, donc je rapporte plus de sous à ma boîte et donc je gagne un bonus. Ok, t'es commercial en plus, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai trouvé la mission de formation. Donc, ce serait un peu fort de dire que je suis commercial. Je peux ramener des missions, donc dans ce cas-là, effectivement, je suis commercial. Mais c'est un souci d'équité, en fait, dans l'entreprise. Sans forcément rapporter l'affaire, si, au final, la boîte me trouve une opportunité qui lui permet de gagner plus d'argent, il trouve ça plus équitable de dire, c'est quoi, tu fais une opération qui est plus valorisable, donc on partage, entre guillemets, le butin avec toi, sachant que c'est toi qui vas réaliser cette prestation. C'est aussi un moyen d'aligner les intérêts et de ne pas se retrouver dans un piège où ta SS2I ou ton ESN essaye de te vendre au plus offrant, quitte à faire des missions qui ne seront pas intéressantes ou pas alignées avec ce que tu veux faire. Et le fait de donner ce choix, c'est pour aussi laisser la possibilité à ceux qui veulent avoir peut-être une mission un peu plus pépère à un moment donné, un peu plus posée, d'accepter d'être payés un peu moins, parce qu'ils savent que du coup, ils vont sacrifier un peu en bonus, mais c'est leur choix. Et à l'inverse, des fois, ils se disent, je vais mettre les bouchées doubles, je vais faire un truc qui paye bien, je vais gagner plus d'argent, mais je vais aussi peut-être plus bosser et plus galérer, ou faire un truc qui a moins de sens pour moi. Et Paris et Provence, vous avez une visibilité sur les écarts de salaire ? Quand même, moi, j'avais regardé un petit peu. Quand je sortais d'école, il y avait des entreprises de Lyon qui m'avaient approché et j'avais vu que la moyenne de Paris, c'était 36 à peu près. Et là-bas, c'était plutôt 32, 33 par là. D'accord. Donc, Ouais, en Java, c'est pareil, ouais. J'ai regardé ce matin, ouais. Ça te paraît Ça aussi se tient. cohérent ? Je connais pas les chiffres actuels, mais ça se tient. C'est 5 000, 3 000, ouais, un écart comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier au quotidien pour donner envie à ceux qui écoutent ce podcast et qui ont envie d'entamer cette formation et de devenir vos futurs collègues ? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vous lever le matin de bon pied ? Ce qui vous plaît dans votre métier, Amadou ? Moi, c'est la philosophie un peu. Les personnes avec qui on travaille. Voilà, la philosophie dont on parlait tout à l'heure. On y Vous êtes revient. resté muet et finalement... Ouais, la philosophie, les personnes avec qui on travaille, en fait, c'est un milieu un peu spécial, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des métiers à forte valeur quand même, avec un impact. On est hyper important dans la boîte. Et des gens avec qui on travaille, on n'a pas l'impression que ce soit des... Voilà, on se prend pas au sérieux, en fait. Enfin, ça rigole, c'est-à-dire qu'on peut travailler très sérieusement et à des moments, on va prendre des pauses. Il y a des pistolets Nerf, par exemple, dans les bureaux. Des Pistolets Nerf, les pistolets que les petits ils utilisent. En mousse. Avec mousse. des petites balles en mousse, des petites fléchettes en mousse. Vous voyez pas ? Non. Par exemple, ça, c'est un truc que j'ai remarqué après être sorti d'école. En fait, toutes les entreprises où j'allais, où il y avait des développeurs, ils avaient des pistolets Nerf dans leur bureau. C'est bon signe, ça. Nous, on avait aussi. On passe un entretien, c'est des petits pistolets qui traînent. C'est moi, comme tu vois, je pense que là, j'aurais plus envie de bosser dans une boîte où il y a des nerfs, quoi. Mais après, c'est des questions de phase aussi et de goût et de. C'est ça, je pense. Voilà. Moi, par exemple, responsable, mon lead dev, le midi, on va faire des séances de sport ensemble. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est mon responsable. Alors que voilà, quand il faut travailler, etc., c'est mon responsable. Il me drive bien, il me conseille bien. Mais sinon, en dehors de ça, non, on discute très bien. Et même les chefs encore au-dessus, c'est vraiment une autre philosophie. C'est-à-dire que dans plein d'autres métiers, c'est assez rigoureux. Le chef, c'est le chef. C'est très structuré, très formel, etc. Et nous, non, il n'y a pas cette partie-là. Tant qu'on fait le travail demandé, tout va bien, quoi. T'as l'air épanoui. Et toi, Lucia, qu'est-ce qui te plaît particulièrement ? C'est surtout les pouvoirs créateurs. Les gens pensent que le code, c'est pas créatif, et c'est pas vrai. C'est très créatif. Tu vois, 1000 façons. Ils te disent, ah, tiens, il y a ce problème. Trouve une façon de résoudre ça. Et toi, ton cerveau, ton écran et ton clavier. Et... C'était 3 outils, ton cerveau, ton écran, et ton moi, clavier. Je me régale. Je dis, je vais faire ça, je vais faire comme ça. Et après, tu vois le code de ton collègue qui il a résoudre les mêmes problèmes que toi d'une autre façon. Mais toi, tu l'as fait dans 3 pages, lui, il l'a fait dans 10 lignes. Et tu dis, c'est beau. C'est très intéressant. Moi, ça met... c'est toi un défi tous les matins, tu dois les résoudre. Et des fois, ça marche pas. Et c'est comme une drogue, un peu, le code. Hein, parce que... on voit, t'as les yeux qui brillent. Parce que la première fois que tu réussis à faire un truc et tu as galéré et ça marche, tu es tellement content qu'après tu deviens addict à ce moment de réussite. Quand on est bloqué sur quelque chose, qu'on persiste et qu'on réussit à Jackpot. Arriver au bout, c'est un moment en fait Ça a une saveur particulière. C'est ça, on est super content et du coup on aime bien en fait être bloqué au final parce qu'on sait qu'on finira par se débloquer. Et... On y arrive toujours ? En vrai, si, on y arrive toujours. Tout va dépendre de l'aide dont on aura eu besoin pour y arriver, pour y arriver, c'est ça. Et de la même façon, si tu n'aimes pas, c'est une torture.
Si tu n'aimes pas les ordinateurs, si tu n'aimes pas les technologies, il y a pas mal de gens qui font des études d'informatique parce que tu peux très bien gagner ta vie. Mais si tu n'aimes pas, c'est dur. Hein, parce que Est-ce que tu y arrives si tu n'aimes pas je vais vraiment? donner un exemple que c'est pas vrai maintenant parce qu'il y a des outils qui t'aident avec ça. Mais imagine, tu as écrit 100 lignes. Il te manque un point-virgule dans une ligne. Ton logiciel ne marche pas. Va chercher... c'est plus le cas parce que maintenant, il y a des outils qui te permettent d'utiliser mais c'est dur. Hein. Enfin, des fois, c'est chercher un aiguille... Dans une botte de foin. Exactement, ouais. Et toi, Adrien, qu'est-ce qui te plaît particulièrement? C'est vrai que, comme tu disais, il y a l'aspect créatif, le fait de créer quelque chose. Moi, la chose qui m'a toujours fasciné avec l'informatique en général, c'est le fait qu'une machine, elle est là, elle attend, elle fait rien par défaut, et on peut lui donner une recette, et il va exécuter la recette. Et non seulement il va l'exécuter, mais il va l'exécuter des millions de fois plus vite que si on le faisait nous, quoi. Et moi, je déteste tout ce qui est corvée, en fait, tout ce qui est manuel, répétitif, je déteste ça. C'est peut-être une des raisons qui m'a amené vers le développement, d'ailleurs. C'est que quand quelque chose m'ennuie, j'essaie de l'automatiser. Et le code, c'est la meilleure manière d'automatiser quelque chose pour une machine. En fait, il faut lui expliquer très précisément ce qu'on attend d'elle pour qu'ensuite, elle puisse le faire à notre place. Et du coup, quand j'écris du code, c'est un peu comme si je faisais une partie de Sudoku, en fait. C'est extrêmement compliqué. Au début, on galère, on sait « Ah, mais non, mais je l'ai mis là, mais du coup, ça bloque celui-là. » C'est un problème multifacette qui part dans tous les sens. Par contre, quand on arrive à la solution, c'est extrêmement jouissif. Et on a un sentiment de satisfaction. Et même au-delà de ça, le fait d'écrire du logiciel, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique est partout. Et donc, potentiellement, on peut résoudre des problèmes très, très importants. On peut faire réussir des entreprises qui n'auraient pas réussi sans l'informatique. On peut automatiser des processus qui, avant, prenaient des centaines de personnes à faire manuellement en faisant des erreurs, etc. Et on peut rendre tout ça un peu magique en écrivant la bonne recette. Donc ça, c'est aussi un truc qui est très grisant dans le métier de développeur. Ouais. On n'en parle pas assez, je pense. Mais on a beaucoup de chance dans notre métier. C'est que du fait que le marché il est quand même assez favorable à nous, il y a beaucoup de demandes et trop peu d'offres, c'est pas trop la guerre entre nous, en fait. On est plutôt cool les uns avec les autres parce qu'on sait qu'on prend pas les autres comme des concurrents. On sait que de toute façon, il y a assez de jobs pour tout le monde. Ça amène un truc qui est super sain, c'est que ça permet vraiment d'encourager l'entraide. C'est-à-dire que si je suis freelance, j'ai un autre freelance qui me dit je suis bloqué sur quelque chose, je vais me poser avec lui et je vais l'aider. Parce que je m'en fous, il va pas me piquer mon boulot. Il y a du boulot pour tout le monde. Et le fait qu'il y ait cet esprit d'entraide, je trouve ça hyper sain. Et si seulement ça pouvait se répandre dans d'autres types de métiers, ce serait fabuleux. C'est incroyable. On a l'open source, par exemple, qui est un des moyens de faire du partage. Donc j'en parlais tout à l'heure avec un exemple d'OpenWide, où tu donnes ton logiciel, le code source de ton logiciel en ligne, les gens peuvent le modifier, le photocopier, faire ce qu'ils veulent avec. Et du coup, ils peuvent apprendre grâce à ça. Et ils peuvent contribuer à ton projet. On a beaucoup de meet-up dans lesquels les passionnés de tel ou tel langage ou telle pratique se retrouvent, donnent des présentations et échangent des bonnes pratiques, des conseils pour s'améliorer dans sa profession, quoi. Alors, on a parlé de ce qui était positif, ce qui vous plaisait. Il y a forcément des choses plus compliquées au quotidien. Forcément, il y en a dans chaque métier. Ce serait quoi pour toi? On va recommencer par toi, Adrien. Qu'est-ce qui te pèse le plus? Effectivement, on l'a abordé tout à l'heure. En fait, on est très souvent bloqué. C'est quand même quelque chose qui peut être très frustrant, le développement. Parce qu'en vrai, notre métier, c'est de résoudre des problèmes en permanence. On nous dit « Ah, il faut réaliser ça. Ok, facile. » On commence à taper du code et bim, problème. Ça, je n'avais pas prévu. D'accord. En fait, on passe notre temps à résoudre des problèmes. Et parfois, en résolvant un problème, on découvre un autre problème. En fait, c'est... Donc, faut aimer quand même... Il y a un côté un peu maso quand même dans le fait d'écrire du code. T'es pas le premier à nous le dire. Hein. Il y a d'autres épisodes du Joboscope où les développeurs ont eu le même raisonnement que toi. Après, généralement, quand on finit par trouver la solution, on est tellement heureux que ça nous permet en fait de résoudre cette frustration. Donc ça enlève cette partie-là. Ce que je trouve maintenant, avec les quelques années d'expérience, ce que je trouve le plus dur et pas toujours le plus agréable dans notre métier, c'est l'incertitude dès qu'on sort de la machine. Alors c'est très bien d'écrire du code dans une machine, mais il faut savoir quel code on va écrire, pourquoi faire, comment résoudre les problèmes et surtout comment ça s'inscrit dans l'entreprise dans laquelle on travaille et comment ça s'inscrit dans l'équipe dans laquelle on travaille. Ça amène plein de questions en termes de comment on travaille ensemble, comment on collabore, qu'est-ce qui est OK de faire entre nous, qu'est-ce qui n'est pas OK de faire, est-ce que j'ai bien compris ce que le client ou ce que l'entreprise voulait. En fait, la partie la plus difficile, je me rends compte maintenant en vieillissant, c'est pas tellement d'écrire le code. Il y a son lot de challenges, certes, mais la partie la plus difficile, c'est la partie interpersonnelle en fait. C'est comment faire pour que, quand je réécris un bout de code qu'un de mes collègues a réécrit, je le vexe pas. Comment je fais pour dire au client que j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit de faire.
sans que le client il se barre chez la concurrence. Il y a tous des problèmes de communication qui peuvent être assez difficiles, assez pénibles. Et c'est quelque chose qui peut être pénible tant qu'on ne sait pas comment affronter ces problèmes-là. Mais je pense que c'est un apprentissage qu'il faut qu'on cultive en tant que développeur pendant toute notre carrière. Pas seulement investir dans le hard skill. Le hard skill, c'est les compétences techniques, mais aussi investir dans les soft skills, qui sont la communication, la collaboration, savoir faire preuve d'empathie, savoir s'organiser, savoir résoudre des problèmes, savoir s'aligner, définir ensemble des pratiques sur comment on fait les choses bien. C'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire et qui sont hyper importantes. Parce que c'est des métiers nouveaux, tu penses ? En fait, assez récents, qu'il faut encore appréhender, disons ? Je pense que ces problématiques-là, elles ont toujours existé. Moi, quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé par un IUT. Mon IUT, l'intitulé, c'était « analyste programmeur ». Et le mot analyste, maintenant, on ne le mentionne plus. On dit toujours développeur, ingénieur, machin. Et le mot analyste, il est hyper important. Parce qu'en fait, notre boulot, on est un interprète. On doit comprendre qu'est-ce qu'on doit faire à la machine. Et la manière de comprendre ce qu'on doit faire, c'est un humain qui va nous l'expliquer généralement. Soit sur un document de spécification, soit oralement. Et le problème, c'est que quand on discute entre personnes, il y a toujours une ambiguïté dans le message. On n'est jamais complètement sûr d'avoir compris à 100% ce que l'autre personne voulait nous dire. Ouais. Et du coup, de fait, c'est un peu comme une psychanalyse. Quand on essaie de comprendre quels sont les besoins auxquels on doit répondre, on est obligé de poser des questions, de raffiner, de demander plus de détails, de trouver des ambiguïtés, parfois même des paradoxes. Et donc, c'est un travail de communication qui est vraiment pas évident. Et je pense que c'est une très grosse partie de notre métier qu'on a tendance un peu à oublier et à couvrir sous les langages et les frameworks. Toi, Lucia, il y a autre chose que tu vois évoquer dans les aspects un peu plus négatifs ? Et la réponse d'Adrien était tellement complète. Oui, elle est assez complète. Il y avait un peu de mal à ajouter. Justement, pour continuer avec cette histoire d'avoir des erreurs que tu t'attends pas, c'est les deadlines. Et des fois, tu as besoin de sortir ton produit avec une date parce qu'il y a un autre partenaire qui attend, ou parce qu'on a déjà annoncé dans les médias qu'on va faire telle fonctionnalité. Du coup, ça peut être très, très stressant. Parce que tu dis, mon produit doit sortir pour tel jour. Moi, j'ai ce problème que je ne sais pas comment je peux le résoudre. J'ai personne dans ma boîte peut m'aider. Et là, c'est l'angoisse totale. Alors, c'est pour ça, on a des qualités que tout d'abord, quand tu es dev, c'est avoir la patience, se dire, avoir un peu de sang-froid. Allez, on va prendre cette problème avec du calme. C'est très stressant, les deadlines. Ouais, c'est ce qui t'angoisse le plus. Ouais, le plus dur à supporter. Ouais, mais chez Équateur, ça va encore. On a compris que t'étais bien, toi, dans ta boîte. Ouais. Tu t'es bien trouvé avec Équateur. Et toi, Amadou ? Après, là, ils ont pareil, les deux réponses d'avant, elles ont... Ça résonne ? Ils ont levé la plupart des gros problèmes. Moi, je voudrais parler d'une chose. C'est pas tellement quelque chose qui me dérange, parce qu'on va dire que j'ai pas été vraiment confronté encore à ce problème-là. Mais c'est les langages, en fait, ils sont pas volatiles, mais ils évoluent hyper vite, en fait. Et du coup, il faut être capable de vraiment s'adapter, de s'accrocher. C'est-à-dire ne pas se reposer sur ses lauriers, faire un peu de veille, voir ce qui se passe, ce qui bouge, ce qui change. Un langage qui fonctionne bien aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, ça évolue tout le temps. On n'entendra plus parler. On a l'exemple de AngularJS, qui était bien au début, qui vendait plein de rêves. Et du jour au lendemain, il y a Google en fait, qui a dit bon, on va stopper ça, on va le remplacer par Angular. C'est pas la même chose. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a par exemple, il y avait des boîtes ou même des développeurs qui ont mis énormément de temps sur ce truc-là, qui ont misé beaucoup de choses. Et au final, ça tombe à l'eau, c'est plus maintenu. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est quelque chose de très dur, qui pour l'instant, moi, ça m'a pas encore touché, on va dire. Je suis encore au début, mais je garde toujours en tête que Amadou fait quand même attention. À ce qui se passe. Ne va pas t'enfermer dans un petit coin et essayer de garder toujours assez de recul pour pouvoir changer ou te réadapter en fait. On n'en a pas parlé, je reviens très rapidement dessus, Adrien. Quand on exerce en freelance, on est bien payé. Est-ce qu'il y a de la demande aussi pour ceux qui s'intéresseraient ? Je suis content que tu poses la question parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent aller vers le freelance en disant on gagne plus d'argent et tout. Alors oui, les chiffres d'affaires, donc ce qu'on facture aux clients, souvent ça fait des nombres un peu impressionnants. Il ne faut pas oublier que derrière, il faut payer des prestations sociales, il faut payer une prévoyance en cas d'incapacité pour se parer de tout ce genre d'ennui. Il faut faire de la prospection. Donc ça, vous le faites sur votre temps de travail aussi. Ça veut dire que pendant ce temps-là, vous ne facturez pas. Il ne faut pas oublier que quand on fait du freelance, ok, les chiffres d'affaires, ils sont vite élevés. Mais en vrai, on passe moins de temps à coder et on passe plus de temps à gérer les problèmes avec le client ou avec les clients. Quand je dis les problèmes, c'est comprendre qu'est-ce que veut le client, est-ce que je peux répondre à cet appel ou pas. C'est mon client m'a pas payé, comment je fais ? Ça fait 2 mois qu'il est à la bourre sur le règlement, qu'est-ce que je fais ? Je suis en retard sur une deadline, comment je gère, comment j'éteins le feu ?
avec le client. C'est mon site portfolio, il n'est pas à jour depuis 3 ans, il faut que je prenne le temps de le mettre à jour. Enfin, il y a 10 000 questions qu'il faut se poser quand on est freelance. Après, chaque freelance peut facturer de manière différente. Généralement, on raisonne sous forme de TJM, donc c'est ce qu'on appelle un taux jour Moyen. Taux jour moyen, merci. Donc c'est le tarif en gros que tu coûtes à la journée en tant que freelance pour ton client. Les TJM que j'entends le plus souvent en développement, ça oscille entre 450 et 650 euros. Ou quand on est sur des profils très très experts, sur des technos, ça peut monter très vite, 800, 1000 euros la journée, etc. C'est des bonnes journées. Ah oui, par contre, voilà, il faut garder en tête que faut se maintenir toujours à jour, il faut être au top de sa forme sur les technos sur lesquels on se vend. Il faut avoir le temps de faire de la prospection, le temps de gérer tout l'administratif. Tu as raison de le dire. Il y a plein de paramètres à prendre en compte quand on est indépendant. On ne travaille pas tous les jours comme on veut à faire juste ce qui nous plaît. Ouais. C'est important de le préciser. Si je peux passer un petit message à ceux qui veulent essayer le freelance, on a de la chance quand même, on a un métier où il y a quand même beaucoup de demandes de profils. Donc c'est très facile d'essayer le freelance. Moi, je recommande à quiconque d'essayer. Par contre, quand vous le faites, ne créez pas tout de suite une structure SASU, URL, je sais pas quoi. On a la chance d'avoir un outil qui s'appelle auto-entrepreneur. Si vous vous cassez la gueule et vous trouvez pas de clients, au moins ça vous coûtera rien, quoi. Vous ne paierez des frais que si vous vendez de la prestation. Ouais. Non, mais j'en ai vu beaucoup qui créent leur boîte trop tôt et au final ça marche pas ou ça leur plaît pas et ils se retrouvent à devoir galérer pour fermer leur boîte. C'est dommage. On a parlé donc des différents statuts, des salaires. C'est quoi les évolutions de carrière possibles aussi quand on est développeur back-end, Lucia? Par rapport au Java, tu commences par développeur junior. Après, tu peux être développeur senior avec plus d'expérience. Et après, tu as le choix. Soit tu continues un peu dans la technique, soit tu continues plutôt côté métier. Tu peux devenir la personne qui est en contact avec les business, qui va un peu structurer les spécifications de l'application pour des autres développeurs, ou tu peux devenir architecte d'une application. Quand on va commencer à faire du code, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a une vision plus globale de toutes les applications de la boîte, les fronts, les backs. Dans une petite structure, normalement, il n'y a pas toujours d'architecte, mais plus la boîte grossit, plus cette besoin existe. Une personne qui va orchestrer toutes les parties, toutes les applications d'une boîte. C'est un peu le choix que tu peux avoir, soit plus technique, avec une vision globale, soit plus orienté côté business. Adrien ? Moi, j'ajouterais peut-être un élément dans la voie technique, c'est on peut devenir expert aussi. C'est-à-dire que si on devient architecte, certes, on a une vision d'ensemble, on est plus sur le haut niveau d'abstraction, on réfléchit en termes d'architecture. Voilà. On peut aussi devenir expert Kubernetes, expert SQL, expert Symfony, et connaître toutes les petites ficelles que personne ne voit passer. Ouais. Donc c'est aussi une manière de faire. Ça marche pas dans toutes les boîtes. Il y a des boîtes qui poussent pas vraiment à rester longtemps en tant que développeur. Et ils essaient de vous faire devenir manager ou de faire devenir un autre rôle. Je sais qu'aux États-Unis, c'est très accepté de, entre guillemets, vieillir en tant que développeur. Donc devenir un super développeur avec beaucoup d'expérience. En France, je pense que c'est en train de venir, tranquillement. Mais sinon, il y a pas mal de gens, ils vont soit vers le fonctionnel, soit ils deviennent managers, soit... Très souvent, ça va dans cette direction-là. Et de migrer vers administrateur système ou dans la cybersécurité, c'est envisageable aussi ? En vrai, on peut faire tout ce qu'on veut, si on veut le faire. Mais dans la continuité du métier, l'admin système, c'est encore différent du développeur. Ouais. C'est-à-dire que là, on parle d'un autre métier carrément. Oui, ouais, mais la passerelle est envisageable. On est toujours dans les métiers du numérique, etc. Donc oui, c'est plus facile de passer de développeur à admin système que de boulanger à admin système, par exemple. Ah oui. Il y a des passerelles de plus en plus, parce que maintenant, on parle de DevOps. Quand on fait du DevOps, ça veut dire que non seulement j'écris le code du logiciel, mais en plus, je suis capable de le mettre en production. Avant, c'était un métier à part entière. Maintenant, de plus en plus de développeurs sont capables à la fois de construire le produit et à la fois de l'opérer ou de le maintenir en production. Et quand on a cette sensibilité-là, de savoir tenir un service en production sur Internet, on acquiert de fait des notions de sécurité, d'infrastructure qui sont nécessaires pour aller vers ce type de profil. Donc ça peut être une passerelle qui peut effectivement amener à ce genre de job. Et justement, c'est ça qui arrivait dans ma boîte. Ah ouais. Au début, il n'y avait pas quelqu'un qui avait ce rôle de DevOps. On était tous développeurs et on faisait un peu ça qu'on pouvait pour mettre en production. Et il y a un développeur Java qui a beaucoup plus cette partie de sécurité mise en production. Il a carrément fait des formations pour devenir purement un DevOps dans ma boîte. Et justement, tu peux faire cette passerelle.
Oui, c'est un exemple qui marche bien. Justement, si vous voulez en savoir plus sur le métier d'administrateur système ou cloud et de responsable cybersécurité, je vous invite également à écouter des épisodes du Joboscope qui sont consacrés à ces métiers. Qui dit passion dit aussi souvent transmission. Adrien, je crois que tu donnes des cours, toi, c'est ça ? Ça fait quelques années que je donne des cours dans quelques écoles parisiennes, dont l'EMI et l'ESGI. En fait, c'est un truc que j'avais prévu un peu dans mon plan de carrière quand j'étais à l'école. On nous avait dit, oui, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans, etc. C'est un exercice qu'on avait fait à l'école. Et j'ai marqué, bon, en fin de carrière, je ferai prof. Je m'étais dit, quand je serai fatigué de coder, j'expliquerai aux autres comment coder. Et en fait, quand je suis devenu freelance, je sais pas, ça m'a gratté. Je me suis dit, en fait, j'aimerais bien transmettre ce que j'ai appris dès maintenant, en fait, et pas attendre d'être en fin de carrière. Et j'ai trouvé une opportunité dans une école. C'est des étudiants qui venaient de passer leur bac. Et c'était dur, surtout quand c'est des gens qui ne savent pas du tout coder et qu'il faut leur expliquer en partant de zéro. Mais c'était un super exercice. Déjà, c'est hyper grisant de voir les premiers moments des mois quand quelqu'un arrive à écrire sa ligne de code et que ça marche. Parce que du coup, ils vivent aussi le plaisir que nous, on vit, je ne vais pas dire au quotidien, parce qu'on n'a pas forcément des victoires au quotidien, mais qu'on vit de temps en temps, quoi. Donc ça, déjà, c'est super. Et autre chose qui est hyper intéressante, c'est que c'est un apprentissage personnel. Quand on veut enseigner à quelqu'un, il faut apprendre à formuler de manière à ce que ce soit intelligible pour l'autre. Il m'a fallu plusieurs années pour être très à l'aise en ça. Et le fait d'avoir progressé dans cette direction, c'est hyper jouissif aussi, quoi. Tu continues là à enseigner ? Ouais. Ça fait partie intégrante de ton quotidien et de ce que tu as envie de poursuivre, en fait, maintenant. C'est intégré... Et c'est même un bol d'oxygène. Quand je suis rentré chez Algolia, donc mon précédent employeur, j'avais négocié pour rentrer au 4/5e, c'est-à-dire que je bossais 4 jours sur 5 pour Algolia, et il me restait 1 jour pour donner et préparer mes cours. Et des époques où ça a été difficile, pour, problème de mésentente avec certains collègues, etc., où j'avais pas vraiment le moral, ça me permettait d'avoir une soupape dans laquelle je pouvais vraiment m'exprimer avec ma manière de faire. C'était mon cours, ma manière de présenter, mes étudiants, les échanges que j'avais avec eux en face à face, quoi. En direct. Et donc ça me permettait de respirer, de reprendre un peu de confiance, de reprendre un peu de plaisir dans les passages difficiles que j'ai pu avoir parfois au boulot. Amadou, toi aussi, tu donnes des cours ? Alors non, moi je donne pas de cours, je suis encore assez jeune, je pense, pour ça. Ce que j'ai essayé d'entreprendre de mon côté, en fait, c'est promouvoir un peu le développement de mon métier. Parce que moi, je suis issu d'un milieu, je suis issu de banlieue. Voilà, j'ai grandi dans un environnement où des développeurs, en fait, il y en a. Moi, j'en connais pas, en fait. Je connais pas d'autres développeurs dans le quartier où j'ai grandi, à Gennevilliers. Je sais que dans mon quartier, le niveau de chômage, il est bien plus haut que la moyenne nationale, par exemple, déjà. Et le développement pourrait être une échappatoire. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de monde qui ne connaît pas ça. Et ceux qui regardent un petit peu, ils se disent c'est un peu comme les films. Il y a un écran noir avec plein de choses qui passent. Enfin, pour eux, c'est ça, en fait. Alors qu'en vrai, non. Donc, je suis en train de lancer un média, en fait, aussi en parallèle. Et dans ce média-là, j'ai fait une petite vidéo où j'expliquais un peu mon métier. Je parlais un peu des avantages, des inconvénients. J'invitais les gens, du coup, à venir me poser des questions s'ils en avaient. Ça s'appelle comment, ce média ? Je l'appelais Banlieusards Nouveaux. Sur Instagram et Facebook depuis la semaine dernière. Je fais plein d'autres choses, c'est pas que du développement, mais en tout cas, j'avais fait une vidéo sur le développement où je parlais un peu du métier de développeur. On l'a dit, il y a beaucoup de travail, il y a des places à prendre. Ah oui, clairement. On a parlé de vos rémunérations qui sont quand même très confortables. Donc il faut y aller, devenez vous aussi développeur back-end. Oui. Merci à tous les 3 d'avoir témoigné. Ouais, Merci. C'est déjà la fin de cet épisode hors série du Joboscope consacré au back-end. Merci à Lucia Tello de Équateur, Amadou d'Habitao, de Prisma Media et Adrien Joly de Shodo d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à choisir entre front et back pour leur début dans le développement. Pour confronter le back au front, n'oubliez pas d'écouter l'épisode sur le front-end. Cela vous donnera un panorama complet de ces 2 branches du développement informatique. Si ce podcast vous a donné envie de devenir développeuse ou développeur back-end, sachez que 3 formations diplômantes à Bac+3 reconnues par l'État sont disponibles sur openclassrooms.com. Vous avez le choix entre développeurs d'applications PHP Symfony, Java ou Python. Ces formations se font en ligne en 1 an ou alors en 2 ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation.
Pour creuser encore et vous faire une idée plus globale des différentes spécialités dans le développement, vous pouvez écouter nos épisodes sur le métier de développeur web, Android et iOS. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.